l'entretien. Nous avons Daniel Heimann, avocat chez MLL. Il conseille des entreprises dans l'industrie du cannabis. Il a été commerçant à Zurich, Singapour et Hong Kong. D'autre part, je souhaite la bienvenue à Fabiano Orelli. Depuis 2018, il travaille auprès de l'Office fédéral pour la sécurité alimentaire. Il a fait des études de biologie auprès de l'ETH. Il a été collaborateur au laboratoire et il est responsable pour les aliments modifiés par la technologie génétique, donc les nouveaux aliments, et pour toutes les questions qui concernent ce sujet. Les questions, vous pourrez les poser à la fin de ce panel. Nous aurons environ 15 minutes pour vous pour poser des questions. Si vous avez des questions, veuillez les noter et veuillez les poser à la fin de cette table ronde. Nous poursuivons avec Kai Friedrich Niemann. Il est avocat chez KFN+, depuis 2003. Il est juriste pour les entreprises et donc il est tout à fait familiarisé avec les règlements européens par rapport à la protection du consommateur et la sécurité des produits. Ça a l'air très sérieux, hein? Ensuite, nous avons Dr. Francis Scanlan. Il est directeur de Cloud9 Switzerland. Cloud9 est une entreprise life science qui se concentre sur le développement de produits pharmaceutiques à base de cannabis et chanvre. Comme vous pouvez l'apprécier, Dr. Francis Scanlan est anglophone. Donc, si jamais vous ne le comprenez pas, veuillez changer vers le canal 1 pour l'allemand ou le canal 2 pour le français. Ensuite, nous avons Dr. Miguel Gutentag. Il est dans la direction de Gutentag Solutions. Gutentag Solutions est très spécialisé dans l'analyse du cannabis. Il a fait son doctorat en chimie auprès de l'Université de Zurich. Il dispose d'une expérience de longue date dans le domaine de l'analyse chimique. Et en dernier lieu, Lukas Brunner, juriste auprès de Grüncraft, grâce à son expérience en matière de droit sur les stupéfiants et les autorités internationales. Lukas Brunner, du côté de Grüncraft, est responsable de la communication officielle avec les autorités. Je passe la parole à Daniel. Amusez-vous bien. Merci de cette aimable introduction. Je tenterai de rendre cette matière parfois un peu sèche aussi passionnante que possible. Donc, j'essaierai de présenter cela de façon à vous entretenir très brièvement comme contexte. Il y a bien sûr différentes possibilités d'application du cannabis comme aliment et la base juridique, c'est la loi sur les denrées alimentaires ainsi que l'ordonnance qui va avec. Il y a également beaucoup d'ordonnances supplémentaires. Il faut nommer l'ordonnance sur les contaminants et surtout aussi l'ordonnance sur les denrées alimentaires ou les nouveaux aliments. C'est l'ordonnance Novel Food en Suisse. Et là, il est valable que certaines catégories d'aliments doivent être acceptés par l'office correspondant. Ce sont par exemple les extraits de chanvre et les extraits de cannabis qui sont donc soumis à une obligation d'autorisation. Cette autorisation est exclue dès le départ si la teneur en THC est dépassée. Des exceptions de cette autorisation existent, par exemple pour des graines de chanvre ou de l'huile de graines de chanvre ou de la farine de graines de chanvre, mais en principe, pour les nouveaux aliments, le droit suisse s'oriente sur le catalogue Novel Food européen. Et donc, la première question pour Kai. Nous savons que ce catalogue a changé les dernières années, les entrées ont changé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un contexte? Moi, j'ai démarré dans le domaine en 2017 lorsque l'Allemagne a légalisé le cannabis médicinal. Là, les premiers produits TBC ont surgi en Allemagne. Personne ne savait très bien ce que c'était. Entre autres, on a vécu une vraie tendance pour ces produits, un hype pour ces produits. Et le législateur, lui aussi, a intervenu. En 2018, il y avait ce catalogue et l'entrée dans le catalogue
disait si la teneur en TBC n'est pas plus élevée que dans la plante d'origine, cela n'était pas censé être un nouvel aliment. C'était une formulation assez souple. Si l'extrait était donc en règle, peu importe avec quelle méthode cela avait été extrait, donc si ça bougeait entre 1,5 et 2,5% de CBD, au départ on disait 6% c'est la limite. Là c'était un règlement avec lequel l'industrie pouvait très bien vivre. Donc jusqu'à 2,5 à 5%, tout était touché par cela et aurait pu rester. Si après on passait à 10, 20 ou 30%, on aurait été exclu de nouveau. Ou on aurait été dans la nécessité de déclarer comme un nouvel aliment. Ce qui est possible seulement avec l'adjonction d'un isolat CBD. Oui, effectivement. Et après, l'Espagne a commencé au mois d'août 2018 à appliquer cette ordonnance Novel Food et a été le premier pays qui a donc commencé à sortir ses produits de l'ombre, suivi par l'Autriche. Là, il y a eu en décembre 2018 une injonction de l'Office fédéral de la santé d'imposer l'ordonnance Novel Food. Et entre décembre et janvier, apparemment, il y a eu des entretiens intenses au niveau européen. Et au mois de janvier 2019, le catalogue Novel Food a été changé de façon à ce que tous les extraits étaient concernés. Donc, pour chaque cannabinoïde, ils étaient concernés par cette ordonnance. Et cela, même si beaucoup d'entre eux ne sont pas encore complètement analysés. Donc, là, il y a une liste, CBD, THC, aussi des cannabinoïdes synthétiques, oui, effectivement, aussi. Donc, dès qu'il s'agit d'un extrait, un extrait comme Spectro Global ou Isola, c'est considéré comme un novel food. Ensuite, en Allemagne, il y a eu une communication de l'Office fédéral de la sécurité et protection du consommateur où aucun produit contenant cannabinoïdes devait être vendable. Cela a entraîné des procédures pénales. Il y a eu un grand nombre d'interdictions d'entreprises qui ont été exprimées. BM, comme le plus grand retailer en Allemagne, a presque dû enlever un produit durant 8 mois des étagères, alors que ce produit se vendait très très bien. Et à ce moment-là, on a constaté qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui allait pas bien. Et finalement, on a décidé de mettre sur pied. Est-ce que je peux juste interrompre? L'AIA, c'est la European Hemp Association. Tu es le conseiller officiel. L'AIA existe depuis longtemps. Elle a été fondée dans les années 90. Elle était surtout responsable responsable pour les agriculteurs de chanvre, mais grâce à la diversification de produits, maintenant presque toutes les entreprises qui produisent des produits sur base de chanvre sont représentées. Auparavant, il y avait un nombre de membres réduit. Maintenant c'est presque 350 et on a fondé un consortium. L'association a fondé une SA et cette SA mène la demande de Novel Food. On a regroupé un budget de plusieurs millions d'euros et donc on dépose cette demande auprès de la commission de l'UE, d'une part pour l'isolat de CBD, pour le spectre plein or et spectre plein orange, donc différents distillats, et pour un produit brut également, qui est que légèrement décarboxylé. Et cette demande a été déposée. Donc les premières études ont commencé. La première grande étude THC commence aussi. Maintenant que le deuxième taux est prélevé des membres du consortium, c'est en train de se faire actuellement. Il est donc clair que
Le financement est assuré et c'est aussi un petit peu l'étude décisive, l'étude TOX concernant le THC, car nous avons un RFD, donc la dose référentielle qui est valable en Allemagne et en Europe. C'est une valeur indicative qui n'a pas de force de droit, mais qui est appliquée quand même par les tribunaux allemands quand il s'agit d'évaluer la sécurité d'un aliment. Et donc cette teneur est particulièrement basse. On pourra rentrer dans le détail dans un instant, mais c'est un petit peu la tâche principale de cette entrée dans le catalogue, car lorsque j'ai des valeurs limites aussi basses de THC, je ne peux pas vraiment... je dois émettre des recommandations de consommation minimale, ça n'a aucun sens. Et c'est un petit peu la tâche la plus importante. Cette demande commune, elle est déposée en Europe. Se pose la question, est-ce que c'est pertinent aussi pour les producteurs en Suisse? Fabiano, est-ce que toi, tu peux dire quelque chose par rapport à cela? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Lorsqu'une demande est déposée dans l'Union européenne, elle peut être aussi déposée en Suisse, mais les autorisations UE sont généralement reconnues en Suisse aussi. Donc, selon la situation, cela vaut la peine ou non de déposer une demande en parallèle en Suisse. À l'inverse, cela n'est pas valable, donc ce n'est pertinent que pour les Suisses. Et à l'inverse, ce qui se passe en Suisse, c'est pas vraiment pertinent pour l'Union européenne. Nous avons maintenant parlé du THC et de l'ordonnance sur les contaminants et les valeurs limites. Miguel, peux-tu nous dire quelque chose par rapport au contexte de ces valeurs limites? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bas? Sont-elles si bas, les valeurs limites? Bon, les valeurs limites, en fait, d'où viennent les valeurs absolues n'est pas tout à fait clair. Mais ils sont calculés sur la quantité qu'on va consommer de ce produit. Par exemple, pour des pâtes, c'est calculé sur la quantité normale de pâtes qu'on consommerait. Est-ce que tu peux nous faire un exemple pour que les personnes non scientifiques dans la salle comprennent aussi? Oui, par exemple, les pâtes en 2 ppm, 2 mg THC par kilogramme de pâtes, et ce qui est permis, par exemple, les spirituoses ont 5 mg par litre, les boissons qui teneur en alcool, 0,2 mg par kilogramme. Et ce sont des taux très bas, comme en Allemagne, qui viennent à ressembler à une interdiction. On ne peut pas vraiment produire un produit avec de telles valeurs limites. Bien s'y ajouter le fait que pour les gouttes de CBD telles qu'elles sont consommées ou appliquées aujourd'hui, ça ne rentre dans aucune de ces catégories, car toutes ces catégories sont censées s'appliquer pour 100 grammes et non pas pour 2 ou 3 gouttes. Et une huile CBD classique avec 12%, 18%, combien de THC est contenu en règle générale? Environ 0,6%. Et en milligrammes, dans le règlement sur les contaminants, si je ne fais erreur, 5000 mg par kilo. Donc on est vraiment très, très éloigné de ce qui est décrit dans le règlement sur les contaminants. Fabiano, nous savons déjà que sur certains marchés légalisés, comme par exemple le Canada, les États-Unis, il y a des edibles qui sont à disposition avec une teneur en THC élevée. Personne n'est tombé raide mort. Alors, est-ce que ces valeurs sont vraiment trop strictes, trop basses, ces valeurs limites? Est-ce qu'il y a des efforts qui vont dans la direction de changer cela? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour réaliser de telles modifications dans le règlement sur les contaminants? Ces valeurs sont en quelque sorte historiques et reposent sur un temps qui n'est pas plus forcément d'actualité. Et on doit dire aussi que chez nous, à l'interne, on a la certitude que ces valeurs ne correspondent plus au marché ou
au choix de produits qu'on a dorénavant. Et ce qui est certainement nécessaire, c'est une révision de cette législation, mais pas seulement dans le domaine THC, mais de façon générale. Mais dans le domaine THC, c'est spécifique de nos jours. Pour que de telles valeurs puissent être changées, il faut des études. Je ne suis pas forcément responsable de cette ordonnance, je suis scientifique, mais je suis certain qu'à l'aide d'une autorisation qui pourrait être remise, ou des études qui pourraient être faites, une adaptation de ces valeurs serait plausible. Est-ce que quelqu'un dans ce panel sait comment devrait se présenter une telle étude pour faire ces études toxicologiques? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment ça se présente? Bon, il y a des essais sur les animaux. Ça, c'est le début. Et dans un deuxième pas, on travaille aussi avec l'exposition sur l'être humain. Et dans l'étude AIA, ce sont 200 participants. Pour moi, statistiquement, cela semble bas. N'est-ce pas trop bas pour pouvoir parvenir à des constats statistiques pertinents? Je ne suis pas scientifique, mais j'ai dû faire un petit peu des études statistiques dans le MBA. Bon, moi non plus, je ne suis pas le spécialiste pour le design de cette étude, mais je me suis fait dire que au départ, on avait parlé de 400 participants et puis on a constaté qu'on pouvait aussi faire l'étude avec 200, sur la base de 200 participants. Miguel, est-ce que toi, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu penses de 200 participants pour cette étude? Je peux en fait rien dire là-dessus. En tout cas, il y a donc des efforts, des tendances qui vont dans cette direction. Quel est le timing? 2 ans à peu près. Ah oui, donc il va falloir patienter. Il va falloir patienter encore. Est-ce qu'il y a une voie plus rapide de faire cela? Peut-être pas dans l'Union européenne, mais en Suisse. Nous avons les mêmes règlements de sécurité que l'UE, donc les études doivent être réalisées aussi dans notre cas. Il faut qu'il y ait certaines justifications, argumentations. Actuellement, les autorisations sont ralenties et un peu bloquées, donc je peux m'imaginer, selon la situation, qu'il y aurait des problèmes de temps semblables. Sauf si quelqu'un était déjà en train de s'en occuper, ce qu'on ne sait pas. Pour l'isola, CBD, ça ira probablement plus vite parce que là, la situation des études est déjà assez bonne. Il existe déjà des médicaments homologués. Et là, toutes les études préalables, toutes les connaissances préalables sont déjà là. Il faut juste les réanalyser. Donc, on pourra même parvenir à une homologation plus rapide. Tout ça dure assez longtemps. Et je suis convaincue que parmi les participants, il y a aussi des producteurs qui mettent en question ce délai de transition. La question est aussi, est-ce qu'il faut toutes ces études pour provoquer une modification de la loi? Nous savons que les produits de tabac, par exemple, en Suisse, aujourd'hui déjà, avec une teneur de THC jusqu'à 1%, ne sont plus touchés par l'interdiction. L'interdiction. Ils sont fumés. Donc là aussi, les cannabinoïdes sont captés par l'organisme, par le poumon. Est-ce que ce n'est pas un petit peu absurde, Miguel? Si, moi aussi, je pense que ça suit un peu les deux voies, qu'il y a d'une part des classes de produits qui sont également consommés où les cannabinoïdes ne sont pas mis en question. Il faut nommer peut-être aussi la recette magistrale qui est déjà possible pour la marché. C'est vrai qu'il y a des huiles, des tinctures qui peuvent être administrées dans les pharmacies comme recette magistrale. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu curieux qu'on doit faire tout cet effort pour les denrées alimentaires. En même temps, les exigences de qualité envers les denrées alimentaires sont plus élevées que ce n'est le cas dans la loi sur le tabac. Néanmoins, on peut peut-être se référer sur le fait qu'il n'y a pas encore eu de mort du cannabis. Ce n'est pas
un constat scientifique, c'est juste une expérience. Est-ce que ce n'est pas important comme valeur, comme expérience, juste pour le comprendre? Est-ce que cela pourrait pas aussi avoir une grande influence dans sur une décision programmatique auprès de l'Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire? Oui, certains aliments n'ont pas besoin d'autorisation parce qu'ils ont une histoire de l'emploi sûr. Bien sûr, on peut discuter sur le fait qu'est-ce que c'est qu'une expérience sûre. L'ordonnance ou la réglementation Novel Food a juste fixé une date. On peut bien sûr discuter si c'est pertinent ou pas, parce que dans 20 ans, cette date ne sera plus vraiment pertinente, surtout s'il y a de plus en plus de produits sur le marché. Mais ce qui est important aussi, les aliments ont le standard de sécurité le plus élevé en ce qui concerne la protection des consommateurs. Et d'un point de vue scientifique, c'est aussi l'absorption qui se fait par le système gastro-entérien. Est-ce que c'est d'abord absorbé par la bouche, après par le système gastrique là? Donc il y a certains facteurs de sécurité qui font qu'il y a des standards aussi élevés. Il y a des études qui se sont faites dans le domaine des médicaments, mais là, il y a d'autres standards. Pour les aliments, le facteur à risque est 0. Et c'est un petit peu un facteur exclusif. D'accord, oui. Mais en Suisse, nous avons aussi la loi sur l'alcool, sur le tabac, et là, on sait que ces substances peuvent avoir un effet nocif, toxique, donc on est encore très loin d'une approche pragmatique basée sur les sciences. Je peux peut-être... Est-ce que je peux dire quelque chose? Volontiers, Francis. Daniel et Fabiano. J'ai vécu à l'époque où la législation Novel Food a été inventée en 1978 et je travaillais dans une entreprise où je travaillais sur des parfums pour des aliments. Et puis j'ai travaillé pour Nestlé et j'étais confrontée à tous ces éléments. Quand vous pensez à la sécurité, ce qui est la chose la plus importante pour tout le monde, c'est la protection de la santé publique. C'est la chose numéro 1. Mais le concept de sécurité est vraiment basé sur deux principes. Le premier principe, c'est que on n'a pas zéro risque. Ça n'existe jamais. Donc, tu peux pas dire zéro risque. C'est impossible d'arriver à un statut de zéro risque. Ce qui est requis, c'est que les opérateurs fassent ce qui est raisonnable pour assurer la sécurité. La deuxième condition, le deuxième principe, c'est que l'aliment qui est consommé dans le contexte d'un modèle diététique. Il faut toujours qu'il y ait un rapport avec la consommation totale recommandée. Ça, il faut le comprendre, bien le comprendre. Donc, quand vous pensez à la sécurité, vous devez prendre en considération ces deux principes clés. Et ensuite, on peut peut-être s'avancer avec une manière plus pragmatique de traiter la situation. Je dois applaudir la FSA au Royaume-Uni parce que eux, ils sont confrontés au marché qui est plein de centaines et de centaines de produits CBD. N'importe où, High Street, à Londres, à Manchester, vous trouvez des centaines de produits alimentaires, de produits cosmétiques. Et ils ont dit si quelqu'un était actif sur le marché avant février 2020 et il voulait obtenir l'autorisation de la FSA, vous pouviez continuer à vendre votre produit. Donc ça, c'est génial d'un point de vue de l'entrepreneur. Je peux vendre mon chocolat, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que la Suisse prend cette attitude où nous sommes tous d'accord que le CBD n'est pas nocif à la santé per se. Et si c'est la dose, dans des doses qu'on parle, 15 mg par unité, il n'y a pas de risque pour la sécurité. Vous êtes d'accord? Je suis un peu provocateur, hein, j'admets. Car
Juste, l'idée, c'est pas qu'on va être cité ici, donc on peut parler librement, hein. Pour moi, la Suisse pourrait prendre le devant. La Suisse pourrait vraiment prendre le devant et profiter de la situation qu'on a maintenant. Depuis le cas au mois de novembre dernier, lorsque l'UE a décidé que le CBD va contre les principes du libre commerce dans les pays de l'UE, maintenant la France révise ses régulations. En Tchéquie, le pays tchèque aussi révise sa régulation, le Portugal aussi. Donc c'est très fragmenté l'environnement maintenant. Donc en dehors de ce chaos, c'est pourquoi la Suisse ne prend pas le devant et règle les choses. J'aimerais rajouter, Francis, que ça pourrait être un modèle, ce que fait la FSA, Food Safety Authority en Angleterre, mais selon mon savoir, très peu de ces demandes ont été validées et la validation est la première étape pour que cela puisse se poursuivre. Ils étaient très peu nombreux à pouvoir prendre cette première entrave, ce premier obstacle, et il faut s'attendre à ce qu'une très grande partie des produits ressortent encore une fois de la gamme de produits. Ou est-ce que tu as encore d'autres informations? Comment vois-tu ce défi? Non, ça c'est sûr, certain. La situation au Royaume-Uni, c'est qu'ils ont donné une date fin mars, un délai fin mars pour les entreprises pour soumettre leur candidature. La procédure, c'était que la FSA, après, publiait sur leur site web les entreprises et les produits qui avaient demandé l'autorisation et qui avaient obtenu l'autorisation. Donc, si vous dites valider, ce n'est que le premier pas, la première étape. Ils regardent le dossier, ils lisent si tout est bon, si tout va dedans, c'est complet, ça va, on l'accepte pour l'évaluation. Après, le processus d'évaluation prend toute une année, mais entre-temps, si vous avez déjà votre dossier validé, vous pouvez continuer. Mais après, la FSA s'est retrouvée dans une position un peu délicate parce que de publier sur leur site web que certaines entreprises avaient leur dossier validé et d'autres ne l'avaient pas, c'est en quelque sorte, d'un point de vue légal, ça cause de petits problèmes pour eux. Donc je pense qu'ils n'ont pas continué le processus. Ils ont arrêté la publication sur le site web en avril, la liste de toutes ces compagnies, de toutes ces entreprises dont les dossiers avaient été validés parce qu'ils se sont trouvés face à cette situation. Je sais qu'ils ont reçu 800 demandes, donc vous avez raison. Beaucoup de ces demandes ont été éliminées dès le départ, mais il y a des centaines qui sont traitées maintenant. Est-ce que les entreprises qui n'ont pas été validées peuvent prendre un deuxième élan ou est-ce que la demande est éliminée pour toujours? Ça, je ne le sais pas, je l'ignore. C'est un petit peu l'absurdité de la situation. C'est le dialogue entre les entreprises et les autorités. Mais les autorités sont complètement dépassées au Royaume-Uni. Je voulais encore compléter quelque chose par rapport à l'histoire de l'utilisation sûre. Le Novel Food Catalogue prévoit cela aussi. Il y a deux alternatives sur le marché avant 97. Il y avait aussi des exigences bizarres. Je suis censée avoir des listes d'avant 97. Les entreprises ne disposent pas de ces listes. Ça a été éliminé jusque-là, supprimé. Mais il y a encore une deuxième alternative et c'est l'histoire sécure d'utilisation après 1997. Et si nous regardons, j'ai un mandat qui a commencé en 2015 en grand volume d'exporter des extraits de CBD vers les États-Unis, vers l'Amérique. Là, ça pouvait être vendu, mais pas produit. Donc, c'est là que le CBD boom a commencé en 2015. Et si on regarde 2018 en Allemagne, DM, Rossmann, des centaines de millions d'unités ont déjà été vendues en Europe, en Allemagne, mais aussi au niveau mondial. Et si on regarde ces chiffres, c'est le prochain projet de la AIHA. Et les tribunaux allemands le disent. Vous ne l'avez pas prouvé avant 1997. Vous avez une histoire sûre d'utilisation. On va confirmer l'interdiction d'entreprise. Si après on arrive avec de bonnes données
sur les quantités qui ont déjà été vendues, ce sera un argument très fort. L'argumentation qu'on avait jusqu'ici, elle est périmée, ça on est clair. Les tribunaux administratifs ont déjà terminé même avec la deuxième instance, mais le deuxième argument, on pourrait le revoir. On pourrait aller encore assez loin au niveau juridique. Est-ce que l'AIA est déjà en train de le préparer? Quel est le délai de temps prévu? Pour le moment, c'est une question d'organisation parce qu'il faut effectivement demander aux organisations membres et il faut réfléchir comment le préparer, mais on travaille là-dessus. Bien, maintenant, j'aimerais encore regarder un petit peu le côté des producteurs. Lucas, quel est l'effet de cette interdiction de CBD dans les denrées alimentaires, dans les aliments? C'est une grande entrave au commerce, certainement. On a des rappels des autorités d'exécution cantonale et un grand nombre de produits CBD sont rappelés, pas seulement en raison de la teneur en CBD, mais aussi en raison des valeurs limites THC qu'on a calculées, qui parfois dépassent la teneur autorisée par 5 000, par 6 000. Les autorités argumentent avec le risque pour la santé qui résiderait dans cette grande teneur en THC. Pour nous, c'est toujours important d'avoir l'échange avec les autorités, de savoir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et pour nous, il est clair aussi que si les aliments, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on entende d'autres domaines. Déclarations sur les produits chimiques, cosmétiques, où on a des processus où on peut prouver que ce sont des produits vendables, mais c'est une tâche très difficile. Et bien sûr, l'incertitude en matière de droit est toujours très grande. Est-ce que vous faites partie aussi du consortium de la AIA? Nous l'étions. Actuellement, nous ne le sommes pas. Pourquoi est-ce que cette décision a été prise de se retirer de ce consortium? Il y a différentes raisons. On soutient le travail de la IA, tout à fait. C'est un travail politique très important qui est fourni. Pour nous, c'était une décision personnelle, commerciale et aussi la conviction que ça mettra encore plus longtemps que les 2 ou 3 ans qui ont été prévus, envisagés. Et sur le long terme, on ne peut pas se l'imaginer que des produits cannabis puissent vraiment être vendus. Éventuellement, avec un changement de la loi, ce serait possible. Et ici, on parle aussi de la survie économique d'une entreprise, surtout pour le marketing, lorsqu'on dit que ces huiles CBD sont très positives, sont très bonnes. C'est maintenant qu'il faut faire un switch. Oui, c'est justement ce qui est pas possible. Il faut faire le bon marketing pour les produits. C'est un grand effort aussi dans notre entreprise, entre le département marketing et les bases juridiques. Ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, c'est difficile de le comprendre aussi. On doit l'expliquer à plusieurs reprises jusqu'à ce que ce soit compris par les personnes que je ne peux pas émettre des recommandations de dosage pour un produit. C'est un peu une course contre le temps, si je comprends bien. D'une part, on sait par d'autres marchés que les edibles sont bien établis et qu'ils semblent être sûrs. Et de l'autre côté, nous avons le règlement actuel qui repose en partie sur des principes obsolètes. Comment assurer le temps intermédiaire, la transition? Fabiano, quelles sont les possibilités alternatives, peut-être en matière de droit alimentaire, comme terme superposé aussi pour d'autres disciplines? Comment est-ce qu'on peut faire que ces produits puissent arriver sur le marché pour qu'une entreprise comme Grundkraft ne doive pas fermer ses portes? Oui, d'abord, je voulais encore rajouter quelque chose. On doit dire que
Il y a effectivement de grandes exigences en matière de réglementation. On parle de CBD, THC, mais en fait, ça, c'est valable pour tous les produits. Nous ne sommes pas là sur une... on ne se dirige pas contre le CBD. C'est valable aussi pour d'autres produits, ces exigences. En ce qui concerne la question comment est-ce qu'on peut percer le marché ou s'assurer sur le marché, ce qui est important, c'est la finalité. Un produit alimentaire a une définition très claire dans le droit alimentaire. Selon la finalité, si on veut amener un produit sur le marché, il faut se demander comment est-ce que je veux l'amener sur le marché. Il y a bien sûr des possibilités. Par exemple, si c'est un produit cosmétique... je ne sais pas, une substance chimique, quoi que ce soit, ou un médicament, mettons, la question qui se pose, que dois-je remplir pour que ce soit conforme à la loi? Chaque catégorie a ses exigences différentes et elle repose sur la définition, dans le sens comment est-ce que c'est consommé, comment est-ce que c'est absorbé. Parfois, il y a bien sûr des contradictions entre les finalités originales, c'est ainsi. Mais c'est une détermination de la finalité. Ce sont les exigences. Il faut une autorisation s'il s'agit d'un aliment ou alors une modification de la loi de la définition, mais qui n'est pas prévue pour l'instant. Il y a également d'autres possibilités d'amener ces produits sur le marché. Ça dépend, comme tu l'as dit, de la finalité. Et en tant que producteur, il faut communiquer ou ne pas communiquer. Il y a la possibilité de passer par le droit sur les substances chimiques, mais dans le droit ou encore un produit cosmétique ou un produit d'utilisation. Toutes ces possibilités existent déjà et sont déjà... Bon, nous, on n'est pas responsable de l'exécution, mais il y a en Suisse un lien entre les autorités et les producteurs. Il y a l'exécution qui est entre les deux. On est toujours en train d'essayer de se coordonner avec l'exécution, mais grâce au système en Suisse qu'on a en Suisse, c'est dû aussi à l'autorité responsable de l'exécution. C'est bien sûr l'usage prévu, mais aussi autres aspects. On peut essayer de mettre quelque chose sur le marché comme produit chimique, et si c'est marqué ingérer 5 gouttes, par exemple, à ce moment-là se pose la question, si je vais dans un laboratoire, je ne consommerais pas normalement un produit chimique. Et on se dit, je peux le faire passer comme produit chimique ou pas? Si c'est un produit cosmétique, comment est-ce que cela est appliqué? Quel est le mode d'emploi? Si vous vendez un produit comme ça, où il n'y a rien qui est marqué dessus, juste CBD, se pose la question, quels sont les modes d'emploi que je reçois peut-être par voie orale, ou quel est l'emploi prévu tel qu'un consommateur le comprend. Et bien sûr, ce n'est pas tellement clairement défini. C'est un petit peu une zone grise où l'exécution se bouge. Et on essaie de faire en sorte que l'exécution soit la même qui est appliquée partout. Ce serait aussi important pour nous en tant qu'autorité. Et dans ce contexte, l'association des chimistes cantonaux ont lancé une campagne. Il y a eu pas mal de rappels de produits. Il y a des efforts aussi de l'industrie d'entrer en dialogue avec cette association et de se mettre du même côté, parce que c'est pas en faveur de la sécurité de planification. Actuellement, si on reste dans cette zone grise et qu'il y a un petit peu une course pour savoir comment contourner ce règlement, ce n'est pas utile. Et comme vous le dites, il y a la possibilité d'amener ces produits sur le marché avec un autre usage prévu. Et de notre point de vue, si un produit avait été déclaré comme aliment,
ce n'est pas forcément possible que cela devienne un produit cosmétique. Donc le produit en tant que produit alimentaire avait été vendu. Cela ne fait pas de préjudice pour que le même produit ne soit pas de produit cosmétique. Là, en tant que cabinet d'avocats, nous sommes très actifs dans l'encouragement de ce dialogue. Maintenant, encore une question concernant le CBD synthétique, qui est aussi sur la liste des novel foods. Miguel, les cannabinoïdes synthétiques, j'entends toujours que, en principe, c'est les mêmes molécules que les cannabinoïdes naturels. Comment cela se présente d'un point de vue des chimistes? Je serais prudent. Tout d'abord, il faut distinguer très clairement, ça n'a rien à voir avec les spices. Est-ce que tu peux expliquer au public, je crois qu'il y a de très nombreuses personnes qui ne savent pas ce que c'est des cannabinoïdes synthétiques. On a entendu parler des fleurs de CBD qui sont traitées. Ensuite, il y a spice et synthétique. Oui, ce qui est considéré comme cannabinoïdes artificiels, ce sont en fait des mimétiques de cannabinoïdes qui n'ont rien à voir d'un point de vue moléculaire avec les cannabinoïdes, mais se relient avec les mêmes récepteurs et sont malheureusement aussi consommés de la même façon, c'est-à-dire fumés. Et on ne parle pas de cela. Ici, on parle de CBD synthétique, de THC synthétique, et ça, que ce soit exactement la même chose que ce que produit la plante, c'est très difficile à prouver. Il y a différents stéréoisomères de ces molécules qu'on ne peut pas distinguer. Stéréoisomères, ce sont dans la formule ces petites pointes, c'est comme ça qu'il faut se l'imaginer. Bon, c'est difficile de l'expliquer sans pouvoir prendre un tableau et une craie. Mais en principe, c'est ce que, durant les années 50, s'est passé avec le Contergan, le médicament Contergan. Il y avait un stéréoisomère qui était effectif contre les maux de tête, et l'autre stéréoisomère a fait qu'il y avait des enfants handicapés qui sont nés par la suite. Et ça, c'est le problème pour les stéréoisomères, qu'on ne sait jamais très exactement ce qui va se passer avec. Maintenant, une plante ne peut produire qu'un type de molécule et le fera toujours de cette façon. Alors que si je produis quelque chose sur une base de synthèse, vous avez en règle générale un mix. C'est-à-dire l'agnostic par rapport aux produits synthétiques, aux produits naturels, n'est peut-être pas tellement fondé scientifiquement. Moi, je serais prudent avec les matériaux produits de façon synthétique. Ce qui vient se joindre à ce fait, c'est que les laboratoires qui le font aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les laboratoires pharmaceutiques. On ne fait pas tellement d'attention à l'analyse et après la production synthétique. Par exemple, là, actuellement, on a la situation avec Delta 8 aux États-Unis. On vend énormément de Delta 8 et des produits qui n'ont pas de Delta 8 ou qui ont encore un grand mix de produits autres, parce que l'analyse n'est pas faite de façon très précise. Ce sont des laboratoires qui ne sont pas des laboratoires pharmaceutiques qui produisent cela. Donc moi, personnellement, je ne suis pas fan de ces produits, de ces voies de production synthétiques. Et je préfère toujours passer par la plante, extraire proprement, comme ça on n'a pas changé les molécules. Donc il faut encore d'autres études. Qu'est-ce qui s'est passé durant les années 50? Je n'avais pas tout à fait compris. Le médicament Contergan, tu n'en as jamais entendu parler? C'est une histoire tout à fait différente. Ça n'a rien à voir avec le cannabis, mais là, les stéréoisomères ont vraiment fait... Là, la branche pharmaceutique a vraiment fait une grande erreur. Bon, Maximilien m'a déjà donné des signes comme quoi je devais en venir tout doucement à la fin. Nous aimerions encore donner la possibilité au public de poser des questions et Maximilien va diriger ces questions. Oui, parfois, c'est pas évident pour nos interprètes qui font un job un peu full.
Merci pour cet entretien intéressant. On va encore entendre des réponses sur les questions. Ce serait bien de vous présenter brièvement et de dire aussi à qui vous souhaitez adresser votre question. Moi, je suis Roberto. Nous sommes une de ces compagnies qui ont validé quelque chose dans le Royaume-Uni, un produit dans le Royaume-Uni. Actuellement, la Suisse suit l'Europe dans la réglementation alimentaire. Qu'est-ce qui se passera si dans le Royaume-Uni, il y a des dossiers complètement validés? Est-ce qu'on pourra vendre ces produits en Suisse ou non, tout en sachant que la Suisse a une réglementation particulière avec les pays? Nous sommes en train de discuter car je parle allemand. Je vais répondre en allemand parce que c'est mieux pour la traduction. Pour nous aussi, c'est un défi maintenant de le savoir. Actuellement, les exigences sont les mêmes que pour les aliments nouveaux. Ils ont repris un certain nombre de questions en matière de sécurité. L'idée, ce n'est pas que le UK soit perçu comme un pays tiers, mais qu'en principe, on soit plus ouvert face au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas encore clair. Donc, un lien particulier comme avec l'UE, qu'on ouvre la possibilité que les produits qui sont validés, autorisés en Angleterre puissent être aussi homologués en Suisse. Oui, c'est tout à fait possible que cela se passe comme ça. Bonne nouvelle alors. Je crois que cette question, on a pu y répondre. Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Marco Hoffmann. Je suis CEO de la Swissquote AG. On s'est surtout concentré sur les soins capillaires, sur les produits à base de cannabis. Avec ces actions de rappel, vous avez dit que ce sont les autorités cantonales qui le font de façon indépendante, mais néanmoins, il faut garantir une certaine unité. Je sais que le canton de Zurich a lancé énormément de rappels. Maintenant, si je vais dans une pharmacie à Zurich, je peux toujours acheter des huiles CBD avec la recommandation de consommation. Et là, il n'y a pas d'action de rappel. Pourquoi est-ce qu'il y a ce maniement différent? Eh bien, il faut prendre en considération que le CBD fait partie du domaine alimentaire, mais les autorités d'exécution contrôlent tous les domaines. Et souvent, dans le domaine CBD, ils touchent à leurs limites. Donc ça concerne les rappels de produits. Et ce que vous avez mentionné, il y a des différences entre les autorités cantonales d'exécution. C'est quelque chose qui est une cause vraiment dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine des aliments. Le système du fédéralisme est un peu à l'origine de cela. C'est l'esprit des cantons, oui, c'est ça, tout à fait, le Kantonligeist. Oui, il faut dire aussi qu'il y a des cultures très différentes dans les différents cantons. En ce qui concerne l'exécution, il y a aussi certaines libertés dont les cantons jouissent dans l'exécution. Le CBD, c'est un petit peu une zone grise. Il y a d'autres domaines où on tente par l'échange. L'industrie, c'est cela, et nous aussi, on l'essaie de notre côté. Donc, on essaie d'harmoniser les procédures. Et si maintenant vous lancez encore des produits sur le marché, il y a aussi le principe de l'autocontrôle. Vous n'êtes pas obligé de nous poser la question à nous. Vous pouvez aller sur le marché dès que vous êtes sûr que tout est en règle. Et si cela n'est pas en règle, vient l'autorité d'exécution. Elle peut éventuellement critiquer. Il y a tant de produits sur le marché qu'on n'est pas en mesure de contrôler tout. Nous sommes conscients que c'est une situation peu satisfaisante aussi pour l'exécution. Il faut peut-être dire qu'effectivement, c'est le fédéralisme qui rend la tâche difficile, mais en même temps, ce sont aussi les autorités, les pharmacistes et les chimistes cantonaux qui ont parfois certains conflits de compétences. Pour reprendre l'exemple dans les pharmacies, si on vend quelque chose dans une pharmacie, il n'est pas
toujours clair. Est-ce que c'est dans la compétence du contrôleur alimentaire? Est-ce que c'est dans la compétence du pharmaciste cantonal? Ce qui parfois peut produire des traitements inégaux. Et ça aussi, ce serait une revendication qu'on aurait en tant qu'industrie envers les autorités, que là, on souhaiterait voir une pratique harmonisée dans l'exécution. Et aussi les bases, pour que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes opportunités. Oui, là, le groupe d'intérêt chanvre travaille là-dessus, surtout en lien avec l'association des chimistes cantonaux. Mais cela suppose un grand défi, effectivement. Je crois qu'on a bien répondu à cette question. Là encore, le monsieur. Une autre question? Bonjour, je suis Robin de Formula Suisse. Je suis passé par tout le processus d'enregistrement. On avait 350 produits avec des labels dans 4 langues différentes. Donc imaginez-vous de faire un PIF pour 1400 produits, 35 pages pour chaque. Il faut payer pour que ce soit fait. Il faut faire aussi les tests laboratoires pour 50 personnes par produit dans un laboratoire allemand. On a fait tous ces tests. On a enregistré tout cela dans SMP avec 1000 articles sur notre site web. On a dû faire des labels avec les personnes responsables après avoir fait l'emballage et tout cela. Et on vit toujours à Zouk et mon fils rentre le week-end à la maison avec les produits qui sont toujours vendus dans tous les magasins. Donc, je suis d'accord avec vous. Le traitement est complètement différent. Ma question est-il possible de faire enregistrer ces produits en tant que produits cosmétiques? Maintenant, on est vraiment une entreprise de produits cosmétiques. Est-ce qu'on peut émettre une recommandation de combien peut être utilisé? On a travaillé avec des compagnies belges. Bon, là, on parle d'un investissement près de 10 millions. On ne veut pas être bloqué en Suisse par des recommandations qui sont émises. Combien de CBD on peut avoir dans un produit? Je crois que cette question s'adresse probablement à toi, plus ou moins. Je ne l'ai pas tout à fait comprise au niveau acoustique, hein, si ça pouvait être répété comme question. Bon, je crois qu'il s'agit... La question, c'était, est-ce qu'on peut apporter un produit cosmétique sur le marché avec un mode d'emploi, comment le produit doit être utilisé? L'ordonnance sur les produits cosmétiques, bon, déjà, les produits cosmétiques ne sont pas des produits alimentaires. Et là, c'est un ustensile. Donc là, il y a ces règles de sécurité qu'on appelle PIF. C'est possible de les faire homologuer. Les produits cosmétiques, si les exigences sont remplies, il est clair que cela suppose énormément de travail. C'est un processus très coûteux. Je travaille surtout dans le domaine alimentaire, donc je ne me connais pas trop bien avec les détails du PIF. À partir de quand ces PIF sont nécessaires ou pas, s'il y a des possibilités de les contourner. Sinon, on pourra voir en binôme, si vous voulez. Et je peux peut-être vous amener à la bonne personne qui pourra vous répondre à cette question. Oui, peut-être pour reprendre aussi cette question, il y a une ordonnance sur les produits cosmétiques. Et là, il est très clair quel genre de publicité peut être fait pour un produit. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible. Est-ce que après il y a d'autres problèmes qui surgissent par rapport à la cosmétique? De quoi est-ce que la cosmétique peut être faite? Selon ce que je sais, en Suisse, les produits CBD cosmétiques ne sont pas appréciés par les autorités, car effectivement, l'argument, c'est que en Suisse, on n'aurait pas encore suffisamment de données concernant l'effet de CBD, et donc aucune entreprise ne peut garantir l'autocontrôle nécessaire. Un argument difficile. Oui, c'est ainsi qu'argumentent certains chimistes cantonaux. Mais là aussi, il y a des différences cantonales. Et de notre point de vue, c'est possible, mais ça n'est pas une garantie. D'autres questions du public?
Bonjour, je m'appelle Marco Kuhn. Je suis propriétaire du Hanfarnhaus, donc magasin de chambre. J'ai une question qui ne concerne pas les aliments pour êtres humains, mais aliments pour les animaux. Il y a des aliments pour animaux avec du CBD. Ce que j'ai entendu, c'est que dans l'UE, il y a des efforts d'interdire cela également, comme pour l'être humain. Donc une espèce de novel food pour l'aliment pour animaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des informations à ce sujet? Oui. Il existe maintenant l'opinion que le CBD, sous forme de gouttes ou sous forme d'extrait, est une adjonction à l'aliment pour animaux qui a besoin d'une autorisation. La procédure d'autorisation est réglée dans les ordonnances européennes qui concernent l'alimentation pour animaux et la AIA préverra, lorsque les études toxicologiques seront terminées, dont on parlait à l'instant, de déposer une demande pour cela aussi. Il y a le Food Material Register dans l'Union européenne. Et là, pour l'instant, les produits pressés à froid, donc les feuilles, les fleurs, les graines, je peux les presser à froid. Ça, j'ai le droit de l'administrer. Ça, c'est permis. Ça restera comme ça. Ma question maintenant, je sais qu'en Suisse, pour le bétail, il y a le problème avec le THC, par exemple, pour les vaches laitières, pour les chèvres, pour les moutons. Est-ce que l'interdiction de CBD qui doit venir dans l'UE, est-ce que ça s'applique aussi aux animaux de compagnie ou seulement pour l'agriculture? Oui, bien sûr, là, on distingue aussi, surtout s'il s'agit de la production de viande, mais il n'y a pas d'interdiction. Il faut l'autorisation dans le domaine des animaux de compagnie. On a le temps encore pour une question du public. Bonjour, je suis une Pharma Connection Capital London. Le CBD, c'est peut-être un élément nouveau, mais le chanvre ne l'est pas. Donc là, il y a une énorme histoire, une très longue histoire de l'usage du chanvre. Par exemple, en Chine, 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, on voit des pictogrammes ou par exemple dans des caves en Ukraine, il y a des images rupestres aux chamans au Pérou. Ils ont analysé le contenu d'un sachet qui comportait des graines de chanvre ce sachet datait de 6 000 ans. Est-ce que cette histoire n'a pas une influence sur les décisions des autorités quant à l'usage actuel? De notre côté, bon, on parle toujours de l'autorisation de novel food, des nouveaux aliments, mais il y a également la possibilité de remettre en question la catégorisation, parce que le catalogue des nouveaux aliments n'est pas contraignant au niveau juridique. C'est très proche de cela, mais ce n'est pas juridiquement contraignant. On parle d'extrait CBD pour une plante, mais c'est valable pour toutes les plantes. On ne peut pas transmettre ce statut de produit de nouvel aliment qu'on ne peut pas transmettre à chaque aliment. Par exemple, les infusions ne sont pas nouvelles. Aliment n'est pas un nouvel aliment. Il y a des possibilités de le mettre en question. Jusqu'ici, on n'a pas apporté de preuves qui est amené les autorités à procéder à une nouvelle catégorisation des plantes.